Il était une fois un prince charmant, de grande allure, athlétique, blond, aux yeux verts et au visage bien formé selon les femmes et les hommes de son château. Ce prince vêtu d'une robe bleue au maeutre rouge portait des collants vert impérial et vivait en Bavière, au sud-est de l'Allemagne. Un soir d'automne, le prince quitta son château pour partir à la recherche d'un joyau, dit-on, doté de pouvoirs qui permettrait de devenir beau comme un ange, d'une beauté absolue et universelle, selon sa mère qui lui conta chaque soir l'histoire du joyau magique, son histoire préférée. Le jeune prince sait que cette histoire n'est qu'imagination, mais sous prétexte de promenade, il partit à la recherche de ce joyau inespéré pour retrouver le goût de l'aventure infantile que tout enfant possède, cette insouciance qui le pousse à chercher quelque chose qui n'existe pas. Le prince s'avança dans le bois non loin de son château. Il ne s'est jamais promené dans cet endroit, ce lieu si sombre, plein de branchages qui pourraient à tout moment le griffer ou transformer ses belles nippes en haillons. Mais après tout, c'est un prince. Il se dit que des nippes qu'il pourra racheter ne valent pas une expédition en terre inconnue. Ce prince n'a pas les valeurs d'un prince ordinaire. Au lieu de la recherche de la gloire, de la richesse, du pouvoir et de l'orgueil, lui n'aime que les choses simples. Le goût de la vie, l'amour et la compréhension sont ses idées. Toujours prêt à aider un autre. Quand il succédera au trône de son père, il s'est toujours dit que son peuple n'aurait pas faim. En s'avançant dans ce bois, le prince vit des tas d'animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant, des insectes multicolores aux ailes bleutées, des fourmis géantes transportant des feuilles immenses pour leur taille qui est déjà si grande, des oiseaux chantant des chants presque divins, ou même un lièvre courant à toute allure à travers les herbes. Jamais il n'avait vu de lièvre sauvage. Tous ses sens sont mobilisés dans ce nouveau monde qu'il découvre. Ébahi par la richesse d'un écosystème qui vit en communion, il découvre les richesses de la nature et la pauvreté de son château. Il sent les effluves envoûtantes des plantes, des fleurs, des arbres qui semblent l'inviter à danser au milieu des papillons aux ailes brillantes et des coccinelles au son du vent qui siffle entre les branchages. Émerveillé par cette nature, pris d'une euphorie inouïe, il retourne à la réalité en voyant au loin une petite chaumière qui semble chaleureuse avec sa cheminée fumante et ses fenêtres lumineuses d'une lumière attirante. Le prince s'approche de cette chaumière d'un pas hésitant, avec des yeux brillants et baignés de curiosité. Il s'approche et la porte s'ouvre. Il recule à toute vitesse, surpris. « Je vous ai vu approcher », dit une femme cachée derrière la porte, l'œil toujours accolé au judas. Le prince ne répond pas, comme muet d'étonnement. Qui est donc cette femme vivant dans un coin si reculé du vrai monde ? Rentrez, ne restez pas ici sans bouger comme une planche. Le prince s'avança lentement en direction de la porte et vit l'intérieur de la chaumière ainsi que la femme qui était toujours derrière la porte. Elle paraissait avoir au moins 40 printemps derrière elle, de bonnes joues et de longs cheveux noirs tirant sur le gris. En passant la porte, le prince se trouva dans une cuisine donnant sur un salon qui faisait office de chambre, de bureau et de lieu de vie. Les couleurs sont chaudes et les meubles de bois. « Que faisiez-vous dans le bois » dit la femme. « Je me promenais. »« Seule » rétorqua-t-elle aussitôt. « Il n'y avait pas d'autre homme avec moi. »« Bien. Vous avez peut-être faim. Laissez-moi vous offrir un morceau de pain que je produis moi-même, avec de la confiture de baie des bois. » Le prince accepta par politesse, et la femme, après avoir fait asseoir le prince à sa table, coupa un morceau de pain qui s'effrita sur sa planche à découper en bois un peu vieilli par le temps, et souleva un torchon qui faisait office de porte au-dessous du plan de travail de la femme. Elle en sortit un pot de confiture rouge tacheté de bleu aux éclats pailletés de violet. Elle en déposa sur le pain. Le prince prit la tartine que lui tendit la femme. La femme s'assit à son tour avec une tasse contenant une probable eau. Le prince croqua dans la tartine et fut surpris de son goût, quand soudain, il sentit ses mains devenir tremblantes. Il a lâché sa tartine tombée du mauvais côté sur le sol poussiéreux de la femme. Elle regarde d'un œil attentif et aguerri le jeune prince. Il ouvre grand les yeux et sent sa peau. Son visage se flétrir. Il se touche la joue. Pris de panique, il se lève et se voit dans un miroir à l'opposé de lui sur le mur. Il hurle de peur, regarde la femme qui s'approche de lui et qui lui dépose une feuille dans la poche. Le prince se précipite sur la porte et court le plus vite qu'il peut. Il quitte la chaumière sans se retourner. Il court jusqu'à tomber, il ne sait plus où il est. Il se cache derrière un tronc d'arbre, tremble, se touche le visage. Il est devenu laid. Il n'a jamais vu une telle laideur.
Il panique, il pleure, son cœur bat, il a la tête qui tourne, ses yeux restent difficilement ouverts, il ne voit plus correctement ce qui l'entoure. Il lutte et tente de se relever, mais il finit par fermer les yeux, couché auprès de son arbre. Quelques heures plus tard, le prince reprend ses esprits. Il est pris d'un mal de crâne terrible et reste allongé. Il se souvient de la lettre que la femme lui a mise dans la poche. Il hésite avant de l'ouvrir. « Je ne tolère pas que des individus viennent dans mon bois. Je vous ai fait manger de la confiture d'une baie qui n'est pas mortelle, mais qui vous rend laid. Une laideur telle que jamais plus vous ne serez reconnu de vos proches, et vous serez rejeté de tous. D'autres individus ont déjà été victimes de cette baie après avoir fait un détour chez moi. Pour retrouver votre apparence d'antan, vous devrez embrasser une femme aussi victime de cette baie. Si vous embrassez quelqu'un d'autre, vous serez à jamais transformé en une fourmi et serez dépourvu de tout sens humain. » Le prince se mit à pleurer et se lamenta d'avoir succombé à sa curiosité. Il partit dans le bois à la recherche d'une rencontre inespérée. Pris d'une intense soif, il se mit d'abord à chercher de l'eau. Il tomba sur un bâton en Y et fit le sourcier. Son bâton le mena vite à un point d'eau, mais il se vit dans le reflet de celle-ci. Il sursauta et remarqua que son état s'empirait au fil des heures. Il se releva, marcha avec peine, désorienté, tremblant. Le jeune prince décida de retourner sur ses pas après quelques kilomètres de marche, vers le château, avant que l'on s'inquiète. Il leur racontera tout. Il marche, cherche la trace de son pas, refait le parcours à l'envers. Il vient de retrouver le point d'eau qu'il a glacé d'effroi en se voyant dans son reflet. Tout à coup, entre deux branches, il aperçut au loin la chaumière. Il la contourne délicatement tout en ne décrochant pas ses yeux d'elle. Une fois derrière l'étrange maisonnette, il se mit à courir, de toutes ses forces, plus loin qu'il ne le put. Il s'arrête et respire une bouffée d'air. Il reprend sa route. Il se regarde et voit ses mains se flétrir. Une verrue pousse sur le côté de son index gauche. Il court encore plus vite, dépasse ses limites et évite chaque branche, racine et pierre qui menacent de le faire tomber. Il sort du bois et retourne au château. Les gardes de l'entrée le voient arriver. Il semble offusqué par une laideur telle. Le jeune prince leur demande de leur ouvrir en disant qu'ils ne peuvent pas ne pas laisser entrer le prince dans son château, malgré un changement radical d'apparence. Les gardes ne le croient pas et se moquent de lui. « Si vous n'avez rien d'autre à faire que de vous faire passer pour le prince, vous pouvez déguerpir, dit l'un. »« Mais c'est moi! Regardez mes vêtements !» rétorqua le prince. « Une personne douée en couture ayant une petite fortune peut à n'importe quel moment se coudre ces guenilles qui ne sont pas les plus riches habits de mon prince. »« Je veux voir la reine, » dit le prince. « Il me donne des ordres en plus !» Il regarde l'autre garde, resté spectateur. « Allez chercher le valet de la reine. »« Non, je veux voir ma mère !»« Avez-vous vu ce culot ? Ce sera le valet ou rien. Vous me ferez part du compte-rendu du valet. Vous lui direz de parler à la reine de cet individu, dit-il au garde. « Compris, » enchaîna l'autre garde. Après 1 heure d'attente, le garde chargé du compte-rendu revint et rééchangea sa place avec l'ancien garde. « Alors » demanda le garde attendant le compte-rendu de son confrère, « le valet a discuté avec la reine. Il lui a parlé du jeune en face de nous qui affirme être le prince. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que la reine trouvait impossible que son fils ait l'apparence que j'ai décrite au valet, et que celui-ci n'est fort pas son fils, mais un bel imposteur. Elle ne le laisse pas rentrer dans le château. » Le prince a les yeux écarquillés et la bouche béante. Il ne croit pas en ce qui lui arrive. « T'as entendu ? Maintenant tu pars ou je brandis ma grande épée !» dit le garde en brandissant la lame de son arme en direction des cieux. Le prince partit à toute allure sans comprendre la scène qui venait de se produire. On l'a rejeté de son propre lieu de vie. Il retourne en direction des bois, s'arrête à la lisière de celle-ci et pleure, de chaudes larmes, d'un chagrin d'une immensité telle qu'il en a du mal à respirer. Il ne sait plus ce qu'il va devenir, il ne voit plus d'avenir dans ce qu'il est. Comment trouver une autre victime de la sorcière ? Désespéré et rejeté, le prince se résolut à partir explorer ce bois dans lequel se trouvent possiblement d'autres victimes de la sorcière. Quoi qu'il en coûte, il en mourra de faim et de soif s'il le faut. En marchant plusieurs heures dans ce bois qui lui parut d'une immensité sans fin, le prince s'arrêta sur un rocher, les seules rencontres qu'il eût pu faire dans sa journée étant celles d'un chevreuil au loin et de multiples oiseaux. Il regarda alors ses mains. La mine crispée et affolée, il vit que celle-ci avait viré au violet. Les veines ressortaient, des verrues gisaient et ses ongles s'incarnaient. Face à ce constat, il se dit que son visage devait être à l'instar de ses mains. Cette vision le submergea et le fit bondir de son rocher pour continuer ses recherches le plus rapidement possible. Les personnes d'une telle laideur ne peuvent que se cacher, se dit-il, en se demandant où lui irait s'il était condamné à rester aussi affreux pour un prince. En poursuivant son chemin, le prince s'arrêta un instant, les yeux dans le vide, ne pensant plus à rien. Il se mit à contempler la nature autour de lui,
quand son regard se posa sur un tronc qui semblait s'animer lorsqu'il le fixait. Il s'approcha et vit une entière colonie de fourmis, circulant en chaîne comme si l'amas central de ces insectes était pourvu de bras immenses et noirs. Une pensée lui est alors venue comme une fulgurance. Et si toutes les personnes victimes de la sorcière étaient devenues fourmis? Et s'il ne restait plus que lui dans cette forêt? Cette pensée le chamboula. Il en perdit l'espérance de retrouver un jour sa vie passée. Il se mit à pleurer, très fort, longtemps. Il se dit alors que la seule solution pour s'en sortir serait de prendre le chemin inverse et de tenter d'embrasser une fourmi, en espérant de tout cœur que celle-ci eût été une ancienne malheureuse, prise entre les liens du sort de la sorcière. Il regarda le tas de fourmis devant lui, pris de folie. Il les regardait toutes, chacune, les yeux exorbités en prenant soin de choisir la plus singulière d'entre elles. Son regard brassa la masse, il faisait en sorte d'en apercevoir toutes les antennes. Parmi elles, il en vit une avec seulement 5 pattes. Il la choisit et, tout en prenant compte de sa petitesse, l'embrassa. Le prince attendit longtemps une réaction, regardait ses mains, tâtait son visage, observa, mira, scruta son corps, son esprit lui faisait paraître des changements, comme si ses vaisseaux dégonflaient. Mais en réalité, il n'en était rien. Le prince était toujours aussi laid. Lorsqu'il le comprit et admit que son imagination lui jouait des tours, le prince se courba, se recroquevilla et pleura. Au château, on commençait à s'inquiéter de la disparition du prince après sa dernière balade. Quelques jours étaient passés depuis. La reine et le roi étaient affolés, la cour en panique. Des directives furent prises. Chaque soldat et homme du château devait partir dès l'aube à la recherche du prince dans tout le royaume de Bavière. Certains s'aventuraient dans la forêt, certains dans les villages, certains dans les faubourgs et les marchés, d'autres dans les champs, près des lacs et des courants. En voyant partir les soldats, une image parut dans la tête du garde surveillant le château, celle du jeune et laid imposteur se faisant passer pour le prince. Cette image résonnait en lui, mais il faisait en sorte de la faire s'évanouir, comme si de rien n'était, convaincu que ce ne pouvait être le prince. Après des jours et des jours de fouilles dans tout le royaume, au sein de chacune de ces provinces, personne ne vit le prince. Il avait disparu, s'était envolé, évaporé. Et pourtant, là où l'on ne regarde et observe jamais, au sein de l'espèce la plus répandue sur terre, se trouvait désormais une fourmi de sang royal.